de l'Alliance des États du Sahel, l'AES a bien plus que jamais besoin de votre engagement pour remporter la victoire contre le terrorisme et gagner le combat de la liberté et de la souveraineté. Soyons les maîtres de notre destinée, les artisans de notre libération et de notre développement. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous bâtirons dans notre espace commun un avenir de paix et de sécurité pour toutes les Sahéliennes et Sahéliens. La Confédération des États du Sahel a besoin de vous sur les chantiers de la refondation de nos États et les défis de notre peuple et de notre continent. Unis et solidaires dans la fraternité avec les patriotes panafricains et l'ensemble des peuples épris de paix et de liberté, nous serons à la hauteur de notre ambition commune. L'AES, un espace, un peuple, un destin. Il y a ceux qu'on voit et ceux qui veillent dans le silence, ceux qui avancent quand tout recule, ceux qui dressent quand le vent souffle contre nous. Ce sont nos forces de défense et de sécurité. Dans le sable, dans la poussière, dans les confins oubliés du pays, ils avancent, sans plainte, sans repos, pour nous. Ils protègent, ils préviennent, ils se battent, non pour la gloire, mais pour la paix. Chaque jour, ils écrivent dans l'ombre l'histoire d'un Niger fort, un Niger digne, un Niger invincible. Mais les armes ne sont pas leur seule force. Le cœur bat aussi sous le treillis. Et ce cœur-là donne, aime, soulage. Là où la guerre a semé la peur, ils apportent un grand regard humain. Là où tout semblait perdu, ils viennent reconstruire le lien. Ce sont des soldats, oui, mais ce sont aussi des frères, des pères, des bâtisseurs. Ils forment et assistent nos populations dans différents métiers porteurs d'espoir, parce qu'ils savent qu'un peuple qui travaille, qui apprend, qui produit, est un peuple qui ne cède pas. Voilà nos forces, pas seulement des défenseurs, mais aussi des porteurs de lumière. Chaque mission, chaque geste, chaque sacrifice est une promesse de paix, une promesse d'avenir. Nos forces sont l'écho de notre courage collectif. Elles ne portent pas seulement les armes, elles portent l'espoir. Et tant qu'elles marcheront, le Niger ne tombera jamais. Les méthodes de recrutement des terroristes varient selon les groupes, mais plusieurs stratégies communes émergent et s'articulent autour de 5 points. 1. Manipulation idéologique. Les recruteurs exploitent des croyances religieuses ou politiques présentant des narrations qui justifient la violence. 2. Utilisation des réseaux sociaux. Les plateformes en ligne sont utilisées pour diffuser des contenus extrémistes pour établir des contacts avec des individus vulnérables. 3. Ciblage des communautés soi-disant marginalisées. Les groupes peuvent se concentrer sur des personnes ressentant une présumée aliénation ou une frustration leur permettant de développer un sens d'appartenance et une identité en lien avec leur communauté. Au Niger, aucune communauté n'est discriminée. 4. Utilisation des relations personnelles. Les recruteurs se servent des relations familiales, amicales ou communautaires pour faciliter le processus de recrutement. Enfin, 5. Formation et endoctrinement. Les groupes offrent des formations qui incluent des sessions d'endoctrinement pour renforcer leur idéologie et préparer les recrues à des actions violentes. Chers concitoyens, si vous êtes en face de quelqu'un dont le raisonnement est construit autour de ces 5 points, sachez que vous êtes sur le point de basculer de l'autre côté, celui des terroristes. Le Niger que nous chérissons
n'a pas besoin de ça. « 1916-1917, révolte touareg dite révolte de Kaoussen. Une révolte contre le colon français. C'est la plus grande insurrection anticoloniale qui ébranle l'empire colonial français avant le Vietnam. Ce soulèvement part d'Agadez en décembre 1916, conduit par Kaoussen de Ikaskazan et Tagama, sultan de l'Aïar, actuel Aïr. L'ampleur de cette révolte est telle que l'occupant français doit recourir à des renforts militaires venus de l'extérieur. Pendant 82 jours, en effet, Kaoussen assiège la garnison française. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du soir sur Télé Sahel, dont voici les titres. Les rideaux se sont refermés sur la conférence des cadres de l'administration du territoire aujourd'hui à Tawa. La refondation de l'administration publique et résilience était le thème de cette rencontre des cadres de notre administration. Nous ferons le point des conclusions de cet événement dans cette édition. En cette période de campagne agricole porteuse d'espoir, nos équipes de la station régionale de Zender ont fait le tour. Le constat dans cette édition. Cela dit, au lendemain de la clôture de la conférence des cadres de l'administration du territoire, une réunion des cadres du ministère de l'Intérieur s'est tenue à Tawa, placée sous le thème de la refondation de l'administration publique et résilience au cœur du combat. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la refondation du Niger. Elle était présidée par le ministre d'État, ministre en charge de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba. Compte rendu James Didier et Mohamedou Agoumou. Présidé par le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, cette rencontre a resserré la présence du haut commandant de la garde nationale, du directeur général de la police, tous membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, ainsi que le gouverneur de la région de Tawa, qui, dans son mot de bienvenue, comme le major Suleiman Abou Moussa, a salué le choix porté sur sa région pour abriter cette importante rencontre. Procédant à l'ouverture officielle des travaux, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba a rappelé l'importance de cette rencontre dans le processus de redynamisation de l'administration publique. Il a insisté sur la nécessité d'une discipline rigoureuse, du respect du code d'éthique et d'ontologie, ainsi d'une meilleure organisation des directions générales, centrales et transversales de son département ministériel. Le général de division Mohamed Toumba a également rappelé toute l'importance du choix du thème de cette réunion des cadres de son département ministériel placé sous le thème refondation de l'administration publique et résilience au cœur du combat. Le choix de ces thèmes n'est pas le fait du hasard. Il s'inscrit dans le contexte actuel de notre pays, lequel, depuis le 26 juillet 2023, a pour leitmotiv la refondation de l'État et la résilience face à l'adversité. Pour matérialiser cette démarche, le chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Chani,
nous a instruit dans la lettre de mission à nous confier d'inscrire toutes nos actions dans la dynamique de cette refondation et de cette résilience. La tenue de la présente rencontre en constitue une parfaite illustration. L'objectif poursuivi à travers cette initiative est que chaque agent, quel que soit son niveau de responsabilité, puisse appréhender la portée de la mission qui lui est dévolue. Poursuivant toujours son propos, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a également rappelé quelques préoccupations qui sont au cœur de cette réunion des cadres. Je sais que la question lancinante de l'insuffisance numérique du personnel sera au centre de vos préoccupations au cours de vos échanges. À ce propos, je dois reconnaître que si les forces de sécurité intérieure affichent une réelle montée en puissance par un recrutement conséquent ces dernières années, ce dont nous nous félicitons au demeurant, tel n'est pas le cas pour l'administration territoriale. En effet, il nous a été donné de constater que le dernier recrutement pour le compte de notre administration centrale et déconcentrée remonte à plus de 15 ans. Tandis que, durant cette période, les effectifs d'agents expérimentés n'ont fait que décroître pour de multiples raisons, dont notamment les départs à la retraite et aussi la poursuite par certains agents d'autres opportunités en dehors de la fonction publique. En tout état de cause, je puis vous assurer que les plus hautes autorités, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, ainsi que le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, son Excellence Ali Mahaman Lamine Zen, ont une claire conscience des enjeux relatifs à cette question de la nécessité d'y faire face dans l'intérêt du service public. Durant 2 jours, les cadres du ministère de l'Intérieur passeront en revue plusieurs thématiques majeures, notamment l'organisation du ministère, les attributions des différentes structures, la discipline générale, ainsi que les défis et perspectives. Cette réunion se veut également un cadre de réflexion et de propositions pour renforcer la résilience institutionnelle et opérationnelle du ministère de l'Intérieur. Le Conseil régional de sécurité d'Ottawa s'est réuni ce matin en session extraordinaire sur la présidence du ministre d'État, ministre en charge de l'Intérieur en mission de travail dans la région. Cette réunion s'est déroulée en présence des membres du Conseil national de la sauvegarde de la patrie élargi aux membres du dit Conseil. Elle était consacrée à l'examen de la situation sécuritaire qui prévaut dans la région. James Didier et Mohamed Agoumou. Sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, se tient ce vendredi 12 septembre 2025 le Conseil régional de sécurité extraordinaire qui a arrêté la présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, du gouverneur de la région d'Ottawa, les responsables régionaux de défense et de sécurité élargis aux autres membres du dit Conseil. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire en général de la région d'Ottawa, les membres ont examiné les atouts, les défis ainsi que les réponses à apporter pour renforcer la sécurité et la quiétude des populations. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba a réaffirmé la détermination des plus hautes autorités, au premier rang duquel le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, a accompagné les forces de défense et de sécurité à trouver des solutions durables aux difficultés rencontrées. Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la région de le colonel-major Suleiman Ahmad Moussa a salué cette démarche et exprimé toute sa satisfaction à l'endroit du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, pour l'attention particulière accordée à sa région. Le Conseil régional de sécurité s'inscrit en marge de la réunion des cadres du ministère de l'Intérieur actuellement en cours à Ottawa. Les séances de prière collective en faveur du Niger et de son peuple se poursuivent à l'intérieur du pays. À Ottawa, les oulémas de la ville, sous l'égide du chef de canton, ont, en ce vendredi, jour saint de l'islam, imploré Dieu afin qu'il descende la paix et la sécurité sur le Niger et son vaillant
peuple. Cette séance de prière collective s'est déroulée en présence des membres du CNSP et le gouverneur de la région de Tawa, Fatih Bamo et Mahamadou Agoumou. En mission de travail dans la région de Tawa, le haut commandant de la garde nationale du Niger et le directeur général de la police nationale, tous membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, accompagnés par le gouverneur de la région de Tawa, ont pris part ce vendredi 12 septembre 2025 à la grande mosquée de prière de vendredi à une séance d'invocation organisée par les oulémas de Tawa sous l'égide du chef de canton de Tawa pour implorer la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, pour protéger et continuer davantage à protéger notre pays. La cérémonie a été marquée par la récitation des textes sacrés et des prières communes conduites par l'imam de la mosquée. Les participants ont formulé des vœux de prospérité pour les pays tout entiers et les autres pays de l'AES, et aussi le renforcement de la cohésion sociale entre les communautés. Les fidèles présents ont salué ces moments de recueillement, les qualifiant de gages d'espoir et de symboles d'unité nationale. À Tillabéri également, des prières ont été dites après une attaque terroriste lâche et barbare qui a malheureusement endeuillé des familles. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Maman Sani Kiao, a été dépêché sur place par les plus hautes autorités. Le compte rendu avec Jibril Namalka. C'est pour témoigner toute la compassion du peuple nigérien que le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Sani Kiao, a été dépêché par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdraman Tchani, afin d'assister aux obsèques de ces derniers. Outre les responsables régionaux, les différents représentants des chefs de corps étaient présents pour la circonstance, les officiers, sous-officiers, hommes de rang, frères d'armes, parents, amis et connaissances pour accompagner ces 20 forces de défense et de sécurité à leur dernière demeure. Présent toujours pour défendre les causes de la cohésion sociale, la paix et la sécurité, le président de la commission paix et sécurité du Conseil consultatif pour la refondation, l'honorable chef de canton de Djundju, Mahamadou Bachir Haroun Hambali, a apporté sa modeste contribution dans cette œuvre utile, sociale et salvatrice. L'on note également la présence de plusieurs chefs de canton de la région de Tillabéri. Des fatihas ont été prononcés par l'imam de Tillabéri, Cheikh Seyni Salou, qui, dans sa prise de parole, a rappelé toute l'importance de la rétribution des martyrs et par la même occasion a rappelé aux fidèles musulmans la multiplication des doigts, les prières en tout lieu et en toutes circonstances. Peu après, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Sani Kiao et la délégation qui l'accompagne avaient marqué un arrêt au camp Djadja de la zone de défense numéro 1 pour d'autres fatihas, toujours pour le repos éternel de ces forces de défense et de sécurité. Les plus hautes autorités du pays présentent aux familles des disparus les condoléances les plus attristées. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce jeudi dernier l'hebdomadaire Conseil des ministres. Le Conseil a examiné plusieurs dossiers, adopté des rapports et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un rapport additif à la loi des finances rectificatives pour l'exécution du budget exercice 2025 relatif à l'institution de la gratuité des visas au profit des ressortissants des pays africains. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un projet de loi portant institution de jours chômés et payés de la journée des commémorations et du recueillement. Le point complet avec bienvenue Tanoussa. Ajustement du temps consacré au travail dans les administrations publiques et privées afin de soutenir les réformes qui concourent à la réalisation de la vision du chef de l'État. Le gouvernement adopte un projet de loi portant institution de jours chômés et payés et de journées de commémoration et de recueillement. Le présent projet de loi est proposé à cet effet. Pour mettre un accent particulier sur la laïcité de l'État, le présent projet de loi abandonne la notion de fête légale pour adopter celle des journées chômées et payées et des journées de commémoration et de recueillement. De ce fait, il propose l'abrogation
de la loi portant fêtes légales et événements à caractère historique au Burkina Faso. Ce projet de loi propose en principal des dates précises et à défaut, il indique des événements dont les dates sont variables pour être des jours chômés et payés et des journées de commémoration et de recueillement. Outre cela, la disposition selon laquelle le lendemain d'une fête légale tombe sur le dimanche est obligatoirement chômé et payé n'est plus valable. Est dite journée de commémoration et de recueillement, celle consacrée à la célébration d'un événement laïque, religieux ou coutumier, qu'il soit civil ou militaire. Elle sera une journée de travail continu. Dans ce cas, les horaires de travail des dites journées sont proposés pour être fixés par communiqué des ministres chargés de la fonction publique et du travail. Ce sont le 3 janvier, le 4 août, le 5 août, le 15 octobre, le 31 octobre et le 1er novembre. Et puis dorénavant, les costumes du président et des membres du Conseil constitutionnel des magistrats et des greffiers de juridiction supérieure seront faits à base de cotonnade burkinabé, décision de l'exécutif burkinabé visant à soutenir l'économie locale. Aussi, dans le cadre de la promotion de l'intégration africaine, tout ressortissant de pays africains désirant se rendre au Burkina Faso ne déboursera pas un seul franc pour obtenir un visa. Une décision du gouvernement visant également le renforcement de la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le territoire burkinabé. L'accès au territoire national burkinabé est conditionné par la présentation d'un visa valide, et ce, à l'exception, bien sûr, des dispositions d'exemption de visa prévues dans certains accords bilatéraux ou communautaires. Par ailleurs, pour falsification de diplômes à l'occasion de leur recrutement ou de leur promotion dans la fonction publique, 4 agents publics viennent d'être renvoyés. Ils perdent également leur décoration. Le président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mamoudou Djingarey, a reçu en audience cet après-midi une délégation des personnes handicapées du Burkina Faso et du Mali, conduite par le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. La création d'une fédération régionale de l'espace AES était au centre de la rencontre. Hassimi Abdoulaye et Souleymane Wali. Cette délégation, composée de représentants des personnes handicapées au Conseil législatif de la transition et des leaders des fédérations nationales des personnes handicapées du Mali, du Niger et du Burkina Faso, est venue s'entretenir avec le président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, muni d'un projet noble, à savoir la mise en place d'une fêtière de fédération régionale des personnes handicapées de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes retrouvés, nous, les organisations des personnes handicapées du Niger, du Mali, pour réfléchir à quoi proposer aux autorités dans le cadre de la mise en œuvre des grandes orientations qu'ils ont annoncées et que nous devons l'obligation d'accompagner. Et je vous rassure que cet après-midi, nous avons trouvé des oreilles assez attentives et qui sont sensibles aux préoccupations des personnes handicapées. Une idée mûrement réfléchie afin que ces personnes en situation de handicap puissent apporter leur pierre à l'édifice dans la conquête de la souveraineté. Nous voulons apporter notre édifice pour que, selon l'hymne de l'AES même, un peuple, un espace, un destin. Et nous sommes conscients que les personnes handicapées ont un grand rôle à jouer pour ce que cet espace soit pour nous tous. C'est pourquoi nous voulons les accompagner. Cette rencontre de haut niveau ayant reçu une oreille attentive prouve l'engagement des autorités nigériennes en faveur de la résilience et de l'autonomisation des personnes en situation de handicap. La salle de banquet du cabinet du Premier ministre a servi de cadre ce matin pour la 4e réunion du Comité national de prévention et de la gestion des inondations. L'ordre du jour a porté sur l'adoption du compte-rendu de la dernière réunion du dit comité, la situation à date des inondations et des réponses apportées et la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. La réunion a été présidée par le premier vice-président du dit comité, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, ministre de l'équipement et des infrastructures. Le résumé avec Abdelkarim Maman Barmou et Mohamedou Adamou.
Cette 4e réunion du Comité national de prévention et de la gestion des inondations a fait cas de la situation des inondations 2025 à la date du 12 septembre 2025. Les inondations ont touché 1009 quartiers et villages dans 122 communes ayant occasionné 32 251 ménages impactés, totalisant 246 228 personnes dans les 8 régions du pays. Les appuis apportés à la date du 2 septembre 2025 ont permis de toucher 18 962 ménages, totalisant 142 642 personnes avec 1896,2 tonnes de céréales en 3 vagues d'appui. Des instructions fermes ont été données afin que les appuis puissent atteindre les vrais bénéficiaires. Sur la base des données actualisées, au 10 septembre 2025, une 4e vague d'appui est en cours de traitement afin de toucher 9 976 ménages, totalisant 79 442 personnes. En ce qui concerne les infrastructures scolaires impactées par les inondations, 524 classes, 511 latérines et 157 blocs administratifs sont à reconstruire. En outre, 238 écoles totalisant 271 salles de classe actuellement occupées par les impactés des inondations doivent être libérées avant la rentrée scolaire. À cet effet, le premier vice-président du comité a assuré que toutes les dispositions idoines sont en train d'être prises avec une synergie d'action entre les acteurs afin de faire face aux exigences d'une rentrée scolaire effective et dans les meilleures conditions au 1er octobre prochain. En conclusion, la réunion s'est félicitée des dispositions que le Comité national de prévention et de la gestion des inondations est en train de mettre en place pour la prise en compte de la prévention des inondations à travers les actions anticipatoires. Grâce aux mesures prises par les autorités de la refondation, les prix des céréales et autres produits de grande consommation sont en baisse dans la région de Zinder, ce qui permet du coup l'accessibilité des denrées alimentaires par les populations, même les moins nantis. Cette baisse des prix à la consommation vient s'ajouter d'ailleurs aux belles perspectives qu'augure la présente campagne agricole dans la région. Décryptage dans ce reportage de nos confrères de la station régionale RTN de Zinder. La disponibilité et l'accessibilité des produits et autres denrées alimentaires font partie des priorités dans le programme de résistance pour la sauvegarde de la patrie du président de la République, chef de l'État, depuis les événements du 26 juillet 2023. En effet, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, et le gouvernement dirigé par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, accordent une place prépondérante pour notre autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi des dispositions ont été prises à tous les niveaux pour que ces objectifs soient pleinement atteints. Aujourd'hui, Dieu merci, en 2 ans de gestion de pouvoir, nos plus hautes autorités ont fait en sorte que ces produits sont non seulement disponibles, mais aussi accessibles pour toutes les bourses. Le général d'armée, Abdraman Chani, il dit que ce pays-là va s'autosuffire en alimentation. Parmi ces grands axes de la refondation, il a parlé de l'alimentation. L'année passée, on vendait le haricot à 1000 francs, 1500, voire 2000. Et cette année, à 500, tu as le TIA. Aucun grain ne peut quitter le territoire national. Ça, on est très content de ça. On est très fiers, on est très fiers. Que partout, on arrive à avoir le céréal. Et puis à un prix est vraiment abordable. Et non seulement qu'il y a eu une bonne pluie qui a commencé à donner un très bon résultat, mais néanmoins, encore, il y a l'État qui a fait des gymnastiques pour pouvoir mettre à la portée des populations le système de prix modéré. En ce sens, vraiment, nous, on rend grâce à Dieu. Installé depuis 1981 en tant que service départemental du commerce, la direction régionale du commerce et de l'industrie de Zinder est chargée d'agir en matière du commerce et d'industrie, de la promotion du secteur privé, de la protection des consommateurs et de la lutte contre la vie chère. Pour son directeur, Amine Zabaï, les prix des produits alimentaires, à savoir le mil, le sorgho, le maïs et le riz, sont en baisse effectivement dans la région de Zinder, comparativement à l'année 2024 à la même période. Et s'agissant par exemple du riz blanchi notamment, qui l'année passée était vendu, je parle du sac de 50 kg, à plus de 31 000. Donc présentement, le même produit
il se vend à quelque chose de 24 000. Maintenant, s'agissant du mil, l'année passée, le sac se vendait au moins pareil à quelque chose de 30 000 à plus. Présentement, le prix tourne autour de 22 000. En ce qui concerne le maïs, l'année passée, le sac de 100 kg plutôt se vendait à plus de 28 000. Présentement, le sac se vend à 20 000, le sac de 100 kg. Maintenant, en ce qui concerne le sorgho aussi, il se vendait à plus de 25 000 l'année passée. Présentement, le prix est de 20 000 francs, plutôt le sac de 100 kg. En ce qui concerne le niébé, le sac de 100 kg se vendait à plus de 40 000. Et présentement, le prix est de 30 000 sur les marchés ici au niveau de la région. Plusieurs raisons sont avancées concernant la baisse de ces produits de grande consommation. Pour le directeur régional de l'Office de produits vivriers du Niger au PVN, Haroun El Awali, il faut surtout parler de l'opération vente des céréales à prix modéré initiée par les autorités de la refondation. On a mis à la disposition de la population de la région des Anders une importante quantité de vivres, notamment le mil, le sorgho, le maïs, à hauteur de 1920 tonnes. Accompagné également du riz, dont la quantité s'élève à 3830 tonnes. C'est vraiment inédit. Il faut noter également que la ville des Anders, à elle seule, a bénéficié de 500 tonnes, à raison de 100 tonnes par arrondissement. Actuellement, si vous allez faire un tour dans le marché, vous allez constater que le prix est en baisse. Et ça fait partie en tout cas des contributions de la vente des céréales à prix modéré, avec le riz également, qui se vend aujourd'hui à 11 000 francs, selon les prix fixés par l'État. Et les céréales, vous allez prendre toutes céréales confondues qui sont vendues à 13 000 francs le sac de 100 kg, et la vente par mesure s'est faite à 400 francs. Donc ça, c'est vraiment un acte salutaire qu'on peut en tout cas préciser. Ainsi, dans la région de Zander, on peut, sans risque de se tromper, dire que toutes ces mesures prises par nos plus hautes autorités ont apporté une amélioration significative pour la baisse des prix de ces produits et leur disponibilité au grand bonheur de population du Damagaram. Le lycée scientifique des jeunes filles de Niamey vient de bénéficier de plusieurs infrastructures. Ces réalisations ont été rendues possibles grâce au ministère du Waqf et des Affaires islamiques de l'État du Qatar. La ministre en charge de l'Éducation nationale a réceptionné ces infrastructures en compagnie de l'ambassadeur de l'État du Qatar au Niger au cours d'une cérémonie. Ici Harouna et Philippe Thiaw pour le compte-rendu. La coopération entre le Niger et l'État du Qatar se renforce davantage. En témoigne cette cérémonie de réception d'infrastructures composée d'un bloc de dortoir de 96 lits équipés, de 2 blocs de 2 salles de classe et un autre de 3 classes équipées. Un bloc de 2 laboratoires équipés, d'un bloc de réfectoire, de bibliothèques, d'administration composée de bureaux, d'une salle de réunion et d'un magasin, le tout équipé. 3 blocs de logements provisoires et enseignants équipés. 9 blocs de logements équipés pour le personnel, 2 blocs de postes de garde, 6 blocs de latrines, financés par l'État du Qatar à travers son ministère du Waqf et des Affaires islamiques. Le proviseur du lycée scientifique des filles de Niamey a dans son intervention fait un bref rappel de ces lycées dont la mission est de faire la promotion scientifique des filles. L'ambassadeur de l'État du Qatar a rappelé l'objectif de cet accompagnement du Niger. Ce geste s'inscrit dans une relation solide et durable entre nos deux pays amis. Nous souhaitons que cette école contribue à enrichir l'éducation scientifique et renforcer le savoir au bénéfice de la nation nigérienne. La ministre en charge de l'Éducation nationale a remercié l'État du Qatar au nom des plus hautes autorités du Niger et s'est engagée avec l'accompagnement de ses plus proches collaborateurs à utiliser à bon escient ces infrastructures. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, par ce financement, votre pays contribue beaucoup dans la mise en œuvre de plusieurs orientations stratégiques de notre système éducatif, parmi lesquelles figurent le développement des filières scientifiques,
la valorisation de la profession enseignante et la formation des filles scientifiques. Je vous saurai gré, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, de transmettre notre reconnaissance et celle de toute la communauté éducative du Niger à son Altesse, Cheikh Tamim bin Hamad bin Al-Thani, émir de l'État du Qatar, pour cet appui conséquent. Le moment solennel était la coupure du ruban, symbolisant ainsi la réception de ces infrastructures suivie d'une visite guidée. Pour rappel, le lycée scientifique des filles a été créé le 4 juillet 2023. Il comptait 110 élèves l'année académique écoulée. Ce matin, à Niamey, s'est tenue la cérémonie d'inauguration du centre de formation professionnelle Ali Saleh Al-Hab, mis en œuvre par l'ONG El Bourak Charity en collaboration avec la Fondation islamique internationale de bienfaisance. C'est le ministre de l'Enseignement et de la formation technique et professionnelle qui a présidé l'ouverture officielle de cette cérémonie. Rahama Ousmane Tenaou et Abdraman Amadou. Cette rencontre a pour objectif de procéder à l'ouverture officielle du centre de formation professionnelle Ali Al-Saleh, offert par l'ONG El Bourak Charity, mettant ainsi à lumière son rôle crucial dans le développement des compétences des jeunes. Dans son allocution, le représentant de l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1, Djibo Talibo, a salué l'initiative, soulignant qu'un tel projet contribuera à lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Le vice-président de la Fondation islamique internationale de bienfaisance, FID, Ibrahim Kahid Nima Ibrahim, a rappelé l'engagement de leur organisation à soutenir des projets à fort impact social, notamment ceux qui visent à former, qualifier et insérer les jeunes dans la vie active. Ensuite, le directeur du centre de formation professionnelle s'est apaisanti sur les orientations et les missions du centre. La création de ces centres sociaux de formation professionnelle à Niamey, qui a coûté plus de 400 millions de francs CFA avec un apport de plus de 143 millions de francs CFA de la Fondation islamique. Ces centres composés de filières comme l'informatique, la maintenance, la menuiserie, la soudure, l'électricité, la comptabilité n'est pas seulement une structure physique, elle symbolise en effet un investissement durable dans l'avenir de notre jeunesse. Procédant à l'ouverture officielle de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle a exprimé sa satisfaction face à cette initiative. Mon département ministériel attache la plus grande importance à l'amélioration des compétences techniques et pratiques des jeunes pour soutenir le développement économique, pour renforcer la compétitivité des secteurs productifs, mais aussi pour favoriser la stabilité sociale. Il est évident qu'il y a des réajustements à faire. Établir une adéquation entre les enseignements offerts et les besoins réels du marché du travail. Moderniser les infrastructures de formation, mettre en place un dispositif efficace d'insertion, mais le nouveau cadre de concertation prendra en charge tous ces aspects. Ce centre désormais opérationnel vient renforcer les efforts du gouvernement et de ses partenaires pour offrir aux jeunes des opportunités concrètes d'apprentissage, d'insertion professionnelle et d'autonomisation durable. La ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a reçu ce jour une importante délégation des organisations des personnes handicapées de l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs questions relatives à l'inclusion sociale ont été évoquées lors de cette rencontre, combien appréciée par les différents responsables des fédérations de l'Alliance des États du Sahel. Pascal Sessou Gauthier. À Niamey s'est ouverte ce vendredi 12 septembre 2025 la grande rencontre sur l'éducation inclusive et l'Assemblée générale consécutive des organisations des personnes handicapées de la Confédération de l'AES. En marge de cet événement d'envergure,
la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Sidiko Ramatou Diarmako Seni, a accordé une audience à son cabinet à une importante délégation des organisations des personnes handicapées des pays membres de l'AES. Cette délégation, conduite par le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, Idriss Alzouma Meiga, accompagné de ses homologues de la sous-région. Les échanges ont porté sur le rôle stratégique des organisations des personnes handicapées dans la promotion d'une éducation réellement inclusive, mais également sur les perspectives de collaboration entre États et acteurs de la société civile afin de renforcer la prise en compte du handicap dans les politiques publiques. Nous concerter entre nous, donc poser certains de nos problèmes du point de vue éducation, du point de vue protection sociale, la question de l'action des activités humanitaires, et puis tant d'autres, dont discuter entre nous. Et dans ce séjour, nous avions eu la chance d'être accueillis par Madame le ministre pour continuer le plaidoyer que nous faisons, ce qui est en fait le travail des fédérations de personnes handicapées et nous permettre de continuer non seulement ce plaidoyer, mais conclure en mettant en place une structure de confédération, une structure fédérative des personnes handicapées de l'AES. Cette rencontre avec professeur Sidiko Ramatou Diarmako Seni marque une étape significative dans la dynamique de solidarité et de coopération régionale, traduisant ainsi l'engagement du Niger et de ses partenaires à œuvrer pour une société plus équilibrée et sans inclusion. À l'instar des autres pays africains, le Niger célèbre demain, samedi 13 septembre 2025, la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. À cette occasion, le ministre du Commerce, de l'Industrie a livré un message dans lequel le ministre Abdoulaye Seydou a insisté sur la nécessité d'instaurer une politique publique des propriétés intellectuelles et de l'innovation pour relever les défis de l'heure. Hamsatou Mamadou et Yazira Biou. Ressources humaines en propriété intellectuelle et développement technologique de l'Afrique, tel est le thème retenu cette année pour la célébration de la 26e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Cet événement coïncide cette année avec le 63e anniversaire de la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Instituée depuis 1999, cette journée offre aux pays africains, d'une part, l'opportunité d'analyser collectivement les enjeux du développement technologique et d'élaborer, d'autre part, des stratégies innovantes intégrant la propriété intellectuelle. Pour une meilleure perception de ce domaine, l'OAPI, dans sa mission de développement des compétences, a créé une académie de propriété intellectuelle qui propose un excellent programme de formation. L'OAPI, notre organisation commune, a créé une académie de propriété intellectuelle. Cette académie propose aujourd'hui un master en propriété intellectuelle en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, et l'Université de Yaoundé du Cameroun. Un certificat d'aptitude à la gestion collective développé en partenariat avec l'OMPI et l'Université Thomas Sankara du Burkina Faso. Un master professionnel ingénieur brevet en collaboration avec l'Institut national polytechnique d'Oufouette-Boigny de Côte d'Ivoire. Et enfin un certificat d'animateur en indication géographique dénommé Africa GI Training. La célébration de la 26e journée donne l'opportunité au gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, d'encourager, d'une part, les centres de recherche, les universités et institutions académiques d'intégrer systématiquement la formation en propriété intellectuelle dans leur curricula, et d'autre part, d'inviter les entreprises et les structures d'encadrement de faire de la propriété intellectuelle un levier stratégique de développement.
Pour la célébration de cette 26e édition, plusieurs activités sont au programme. Mon département ministériel, à travers l'Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation, ANDPI, structure nationale de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, organise demain, 13 septembre 2025 à Dosso, la caravane d'information et de sensibilisation sur l'importance de la propriété intellectuelle et de l'innovation locale. Le renforcement des capacités humaines en propriété intellectuelle est une condition sine qua non pour bénéficier pleinement de ces avantages. Le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a réceptionné plusieurs contributions ce matin à son siège. Ces contributions viennent s'ajouter aux autres déjà réceptionnées par le comité afin de continuer résolument au processus de la refondation enclenché par les autorités du Niger pour une souveraineté totale. Ici Haruna et Souleymane Wali. Pour cette matinée du vendredi 12 septembre 2025, plusieurs personnes ont apporté leur contribution au comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Il s'agit d'une demi-bourse de formation niveau moyen de 80 places et une autre demi-bourse de formation niveau supérieur de 110 places, offerte par l'EXPIC annexe d'une valeur estimée à 80 850 000 francs CFA. Suivi de la contribution de l'infatigable caporal Mohamed Garba de Djambala qui a contribué à hauteur de 2 000 francs. La dernière contribution a été celle du personnel du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie avec une contribution d'1% de leurs revenus mensuels. Nous sommes là au titre de la contribution du mois d'août et c'est pour nous l'occasion de réitérer notre adhésion aux visions du Fonds de solidarité et également aux idéaux prônés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous sommes engagés en tant que personnel du Fonds de solidarité à soutenir toutes les actions au service de notre nation. Ces contributions à l'État soutiennent les efforts et dans l'accomplissement de certaines de ses missions. Dans la région de Maradi, à Madarumfa, le collectif régional de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a organisé ce matin une caravane de sensibilisation sur la paix, la sécurité et le vivre ensemble. Aminatou Ali, Hassan et Youssouf Souleymane. À Madarumfa, les populations locales ont répondu présentes à bord de cette caravane de sensibilisation. Le collectif régional pour la sauvegarde de la patrie CRSP de Maradi est allé à la rencontre des communautés pour échanger sur les enjeux essentiels, à savoir l'importance de la scolarisation des enfants, promouvoir le vivre ensemble, le conflit champêtre, la sécurité. Prenant la parole à cette occasion, le président régional du CRSP, Moussa Salifou, a souligné que cette caravane s'inscrit dans une dynamique de proximité, de développement et d'action collective, car les thèmes qui seront débattus sont au cœur des défis actuels, mais aussi au centre des solutions pour bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Il a pour finir invité les populations à faire de cette caravane non pas un simple événement, mais le point de départ d'une mobilisation communautaire durable pour la paix et la sécurité à Madarumfa et dans toute la région de Maradi. À travers des causeries éducatives, des débats communautaires et des animations culturelles, les messages ont été transmis de manière simple et accessible. Une approche participative saluée par l'administrateur délégué de la commune urbaine de Madarumfa, le capitaine-major Hamidou Tankari et Dandadi Ousseini Hiro, représentant du sultan de Katina. Par cette caravane, le CRSP espère contribuer à la construction d'une citoyenneté active et responsable, tout en posant les bases d'un développement local et inclusif. Cette caravane s'est également rendue à Tibri et Moulé pour le même exercice. Célébration Mouloud de la communauté musulmane de Tidjania de Bangoula dans le département de Kolo, région de Tillabéri, célébrée dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025 pour sa 3e édition. Le Maoulid a rassemblé fidèles autorités et leaders religieux autour de la vie et du message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Issa Ousmane Mahamat et Amadou Bourema. Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025, les habitants de Bangoula, village du département de Kolo, région de Tillabéri, ont vécu une soirée d'une grande intensité spirituelle. Pour la 34e année consécutive, cette veillée spirituelle
a réuni hommes, femmes et enfants autour du Coran, de prêches, de rappels sur la vie exemplaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et des chants religieux remplis d'amour et d'espoir. Sous le haut parrainage de l'honorable chef des cantons de Karman et de l'administrateur délégué de la commune rurale de Karman, cette édition a été une véritable réussite. Ils ont tous, d'eux, honoré de leur présence cette nuit bénie, témoignant de l'importance que les autorités locales accordent à la paix, à l'unité et à la foi. Prenant la parole en langue nationale, l'honorable chef des cantons de Karman a salué l'initiative et a appelé les fidèles à cultiver l'amour du patriotisme, le vivre ensemble et la paix, des valeurs chères aux autorités de la refondation nationale. Cette célébration ne serait pas ce qu'elle est sans l'engagement des fils et filles de Bangoula, fièrement réunis autour du califat Boubacar Ousmana, dont le leadership rassembleur inspire respect et admiration. Grâce à lui, le Mawlud de Bangoula devient chaque année un espace de lumière, de réflexion et de cohésion sociale. Les ulémas, ils ont fait de leur mieux, ils ont prêché, ils ont prié pour le pays, ce qui est très important, là où on est aujourd'hui, et passer plusieurs messages, plusieurs sensibilisations d'actualité, c'est important. Et ce qui nous a aussi marqué, nos autorités nous ont soutenus, notre chef de canton qui est debout. À chaque fois qu'on a besoin de lui, il est là, il fait de son mieux. À Bangoula, le Mawlid n'est pas seulement une tradition, c'est un acte de foi, un lien avec les ancêtres et un engagement renouvelé pour un avenir de paix, dans le respect des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La commune rurale de Hamdallaye a célébré entre la nuit du jeudi au vendredi matin la 44e édition du Mouloud de la dite localité. Comme à l'accoutumée, ils sont venus nombreux fidèles comme invités pour commémorer cette nuit en prêche, en zikr et en prière à l'honneur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Hassimi Abdoulaye et Hamidou Amadou. Cette année encore, les populations de la commune rurale de Hamdallaye et celles des localités environnantes se sont retrouvées pour célébrer la 44e édition du Mawlid. Ils sont venus nombreux, avec beaucoup de dévotion, pour célébrer le meilleur des hommes, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Toute la nuit, et ce jusqu'au petit matin, des prêches sur la vie exemplaire du saint prophète et ses directives bénéfiques pour les hommes et l'humanité ont été le fil conducteur. Le prophète, nous considérons que c'est une richesse que Dieu a donnée à l'humanité. C'est lui qui a amené le Coran. C'est lui qui a amené les hadiths qui expliquent le Coran. Donc, qui a vulgarisé la connaissance. Donc, cette personne-là, elle a quand même un mérite exceptionnel pour l'humanité. On a augmenté la qualité d'abord de l'environnement et la qualité des gens qui viennent, parce qu'il y a beaucoup plus de marabouts extérieurs à Hamdallaye qui viennent maintenant par rapport à avant. On ne peut que se réjouir de voir comment quelque chose qui était petit au début est devenu très grand aujourd'hui. Cette grande rencontre religieuse a été une occasion de retrouvailles des ulémas qui en ont profité pleinement pour véhiculer des messages de cohésion afin de cultiver les valeurs de l'unité nationale. C'est une occasion pour l'ensemble des musulmans de se retrouver pour prier, se retrouver pour se voir eux-mêmes entre eux, échanger sur la connaissance de l'islam et du prophète. La dernière Fatiha, c'est pour le pays que nous avons fait ça. Le pays a besoin de prière, c'est notre devoir à tous. Le pays d'abord, les intérêts particuliers ou privés après.
Autour de Cheikh Nuhu Oumar de Hamdallaye, Cheikh Hussein Oumarou, Cheikh Abdul Salam Hassan de Hamdallaye et dans une parfaite organisation, les différentes interventions des invités ont été aussi axées sur des invocations pour la sécurité du Niger, l'assistance divine sur les autorités et la protection sur les vaillantes forces de défense et de sécurité. La 44e édition du Maulid de Hamdallaye a été une réussite totale et les membres du comité d'organisation, les leaders religieux de la localité ont remercié tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué fortement à l'atteinte de l'objectif. Les fidèles musulmans du village de Mossi, dans la commune rurale de Balayara, région de Tillabéri, ont célébré la 46e édition du Mawlud, un événement religieux qui consacre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils étaient nombreux, les fidèles, à répondre présents cette année à ce grand rendez-vous religieux. Ahmadou Toujani Oumarou et Abdraman Ishan. C'est par cette séance de lecture du Saint-Coran que les fidèles musulmans du village de Moussi, situé dans la commune rurale de Balayara, région de Tillabéri, ont démarré cette nuit d'adoration, de dévotion, de prières, mais surtout d'amour envers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il s'agit en effet de la 46e édition du Mouloud qui marque la célébration de la naissance de celui à qui Dieu a révélé le Coran et l'islam. De manière générale, c'est donc pour rendre hommage à ces messagers de la paix et lui témoigner leur amour que ces fidèles musulmans, hommes et femmes du village de Moussi et ses environs, ont répondu à l'appel du califat Cheikh Harouna Moussa pour vivifier cette nuit d'adoration. Ainsi, durant toute la nuit, lecture du Saint-Coran, des prêches et des louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ont égayé tout ce beau monde jusqu'au petit matin. C'est notre 46e édition, parce que c'est quelque chose qu'on a trouvé, nos parents ont créé. Dès lors, chaque année, ça progresse. Vraiment, les villageois, ils viennent massivement, les marabouts viennent, les oulamas, les chefs de village, vraiment, c'est quelque chose vraiment d'appréciable. Vraiment, nous sommes très contents. Ce qu'on peut dire, les gens n'ont qu'à bien tenir. L'islam, c'est quelque chose qu'on ne faut pas blaguer, surtout ce qui concerne notre prophète alayhi salatu wassalam. Cette nuit d'adoration qui consacre la 46e édition du Mouloud organisée à Moussi a été clôturée par la prière du Fajr et une Fatiha générale afin que Dieu Tout-Puissant descende sa clémence et sa miséricorde sur le Niger et son peuple. Amin ya Rabbi. À l'occasion du Mouloud, la population de Bagaye, commune rurale de Kalgo, région de Tawa, a organisé dans la nuit du jeudi à vendredi des prières collectives, des séances de lecture du Saint-Coran suivies d'invocations. Ensemble, les fidèles musulmans ont imploré Allah afin que, dans son infinie bonté, descende sa grâce et sa miséricorde sur le Niger, son peuple et ses dirigeants. James Didier et Sanoussi Fallah. Dans une atmosphère empreinte de ferveur religieuse, la population du village de Bagaye, situé dans la commune de Carrefour, a célébré de la nuit du jeudi au vendredi le Mouloud, grande fête marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La cérémonie s'est tenue sous l'égide du cheikh Kamilou Yalouna, en présence du cheikh Aminou Jafar, venu spécialement du Kachina au Nigeria, et sous le parrainage de l'administrateur délégué de la commune de Carrefour, l'adjudant-chef Issa Oumarou, qui a transmis à l'ensemble de l'assistance toutes les salutations fraternelles et patriotiques des plus hautes autorités de la refondation, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani. On note également la présence des représentants du chef de canton et de nombreux fidèles venus de plusieurs localités environnantes. Cette grande nuit de piété a été marquée également par des prières collectives, la lecture de son Coran, des invocations formulées en faveur de la paix, la sécurité, de la cohésion sociale, mais aussi et surtout des nivernages féconds pour le Niger et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Plusieurs interventions également ponctuent cette cérémonie, notamment l'intervention du cheikh Kamilou, l'intervention des représentants du chef de canton, l'intervention de plusieurs chefs religieux qui ont insisté sur l'importance
importance de la célébration du Mouloud, moment de renforcement spirituel de la communion fraternelle et de la communion de fraternité entre les fidèles musulmans. Mouloud toujours, les populations de Sirfidei, région de Dosso, ont célébré hier le Mouloud ou anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les fidèles musulmans ont, à cette occasion, lu plusieurs fois le Saint-Coran et imploré Dieu afin qu'il protège le Niger et les 2 autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Cette rencontre religieuse s'est déroulée en présence du secrétaire général de la préfecture de Dosso, Réci Ali Hachimou et Moussa Namewa. Les populations du village de Sirfidei et alentours, c'est dans la commune rurale de Sakadamna, département de Dosso, ont organisé dans la nuit du jeudi 11 au vendredi matin des séances de lecture du Saint-Coran, de prières collectives et prononcer également des doigts au profit de notre pays. Ce rassemblement religieux qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, vise davantage à raffermir des liens de solidarité entre frères musulmans. C'est pourquoi le secrétaire général de la préfecture de Dosso a, au nom de la préfète de Dosso, transmis les plus vives et sincères salutations des plus hautes autorités de notre pays, avant de s'appesantir ici sur l'importance de ces assises. C'est pour moi un réel plaisir de participer à cette 20e édition du Mouloud de Sirfidei. Cela prouve que les populations de Sirfidei sont déterminées, debout, pour faire perpétuer les valeurs de l'islam. Depuis le 26 juin, on a vu tout ce que les populations de Sirfidei ont accompli comme prière collective, lecture du Saint-Coran et Kunut. C'est le lieu de vous remercier et de continuer davantage les prières, car comme vous le savez, nous sommes toujours menacés par des ennemis internes et externes. Ce Mouloud de Sirfidei a été également une opportunité pour les leaders religieux autour de chaque nouveau Sirfidei de sensibiliser davantage les populations sur les nobles actions de développement. À Danchandou, dans le village de Tida, les fidèles musulmans se sont réunis en grand nombre à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une cérémonie empreinte de ferveur religieuse et de spiritualité organisée par les jeunes de Tida avec l'appui des autorités locales et des leaders religieux et coutumiers. Moustapha Hamidou et Hamidou Abdoulaye. Au cœur du village de Tida, situé dans la commune rurale de Danchandou, département de Kolo, région de Tilaberi, les habitants de la dite localité et ceux des villages environnants ont célébré dans une atmosphère de piété et de communion la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette cérémonie religieuse marquée par des lectures du Saint-Coran, des prêches et des chants religieux a rassemblé des fidèles hommes, femmes, jeunes et enfants. Parmi les personnalités présentes figure l'administrateur délégué de Danchandou, le Cheikh Braham Kyota, ainsi que les califes. Occasion saisie par le comité d'organisation de lancer un vibrant appel. Cette année, l'organisation de Mouloud Tida a été une organisation particulière parce que nous avons fait appel à la diaspora et la diaspora a contribué financièrement pour que cette cérémonie soit une cérémonie grandiose. Donc vraiment nous les remercions et nous continuons à lancer des appels envers eux pour que l'organisation soit une organisation inédite. Des prières ont été formulées pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale de la nation. Cette initiative locale est saluée par les autorités administratives de la commune. Nous rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui nous a fait de nous des musulmans d'abord et qui nous a permis d'être parmi ceux qui fêtent l'arrivée de son prophète, son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je profite de l'occasion pour transmettre les salutations et les remerciements de nos plus hautes autorités, au premier de rang duquel le général d'armée, son Excellence Abderrahmane Chani, président de la République, chef de l'État, et de son premier ministre Ali Lamine Zane. Dans le respect des traditions et de la foi, la cérémonie s'est achevée par des bénédictions collectives et des invocations pour un avenir meilleur pour le pays.
À Tchida, la lumière continue d'éclairer les cœurs et guider les esprits des habitants. C'est sur cet élément que prend fin ce journal avant la page AES. Retenez que chaque jour est une nouvelle occasion de briller. N'oubliez jamais que votre lumière peut illuminer des chemins. En partie magazine, le journal de l'Alliance des États du Sahel AES, les activités officielles et les reportages du Mali et du Burkina Faso avec nos confrères de la Confédération de l'AES sous la supervision de Abdoulaye Koulibaly. La page AES que je vous laisse suivre. Bonne réception et surtout, prenez soin de vous. Ajustement du temps consacré au travail dans les administrations publiques et privées afin de soutenir les réformes qui concourent à la réalisation de la vision du chef de l'État, le gouvernement adopte un projet de loi portant institution de jours chômés et payés et de journées de commémoration et de recueillement. Notre pays s'est résolument tourné vers la souveraineté nationale et l'accroissement de la production de la richesse. Il convient alors d'ajuster le temps consacré au travail dans les administrations publiques et privées afin de soutenir les réformes qui concourent à la réalisation de cette orientation politique. Le présent projet de loi est proposé à cet effet. Pour mettre un accent particulier sur la laïcité de l'État, le présent projet de loi abandonne la notion de fête légale pour adopter celle des journées chômées et payées et des journées de commémoration et de recueillement. De ce fait, il propose l'abrogation de la loi portant fête légale et événements à caractère historique au Burkina Faso. Ce projet de loi propose en principal des dates précises et à défaut, il indique des événements dont les dates sont variables pour être des jours chômés et payés et des journées de commémoration et de recueillement. Sont donc considérés comme jours chômés et payés au Burkina Faso le 1er janvier, le 8 mars, le 1er mai, le 11 décembre, le 15 mai, le 15 août, le 25 décembre, le jour de l'Ascension, le jour de Ramadan, le jour de Tabaski, le jour de Maouloud. Mention n'est pas faite de la Pâque car elle est célébrée un dimanche alors que samedi et dimanche sont déjà chômés et payés. Outre cela, la disposition selon laquelle le lendemain d'une fête légale tombe sur le dimanche est obligatoirement chômé et payé n'est plus valable. Est dite journée de commémoration et de recueillement, celle consacrée à la célébration d'un événement laïque, religieux ou coutumier, qu'il soit civil ou militaire. Elle sera une journée de travail continu. Dans ce cas, les horaires de travail des dites journées sont proposés pour être fixés par communiqué des ministres chargés de la fonction publique et du travail. Ce sont le 3 janvier, le 4 août, le 5 août, le 15 octobre, le 31 octobre et le 1er novembre. En résumé, la loi portant fête légale et événements à caractère historique au Burkina Faso institue 15 jours de fête légale auxquels il faut ajouter les 15 mai, tous chômés et payés, et déclare également chômés et payés le lendemain de toute fête légale tombant sur un dimanche, alors que le présent projet de loi retient en tout 11 jours chômés et payés dans l'année. L'adoption de ce projet de décret permettra de donner une base légale aux jours chômés et payés et les journées de commémoration et de recueillement au Burkina Faso et laisser libre célébration des fêtes à l'appréciation des citoyens. Et puis dorénavant, les costumes du président et des membres du Conseil constitutionnel des magistrats et des greffiers de juridiction supérieure seront faits à base de cotonnade burkinabé, décision de l'exécutif burkinabé visant à soutenir l'économie locale. Nous devrons travailler à être plus proches de nos réalités socio-culturelles et conformément au décret de juin 2023 qui a défini en tout cas la promotion
du Faso d'Anfani, du Koko Danda et d'autres tissus traditionnels. Également, conformément à la vision du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le secteur de la justice s'est engagé en tout cas, dans cette vision. Et vous avez suivi en septembre dernier le port du costume par les magistrats des juridictions de première instance et d'appel. Cette fois-ci, les 3 décrets portent d'abord définition du costume d'audience du président du Conseil constitutionnel et des membres du Conseil constitutionnel, entièrement conçu en Faso d'Anfani à partir de la cotonnade locale. Le deuxième décret porte définition des caractéristiques et des conditions du port du costume d'audience pour les magistrats, les présidents et les magistrats des hautes juridictions, à savoir la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Le troisième décret porte définition des caractéristiques et conditions du port du costume d'audience du personnel du corps des greffiers des hautes juridictions. Parce que le personnel du corps des greffiers des juridictions de première instance et d'appel avait été déjà doté dans la première vague. Aussi, dans le cadre de la promotion de l'intégration africaine, tout ressortissant de pays africains désirant se rendre au Burkina Faso ne déboursera pas un seul franc pour obtenir un visa. Une décision du gouvernement visant également le renforcement de la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le territoire burkinabé. L'accès au territoire national burkinabé est conditionné par la présentation d'un visa valide, et ce, à l'exception, bien sûr, des dispositions d'exemption de visa prévues dans certains accords bilatéraux ou communautaires. Aujourd'hui, avec ce rapport, et ce, conformément à la vision panafricaniste du chef de l'État, le Burkina Faso réaffirme sa ferme volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains. Alors je tiens à souligner ici que la gratuité n'est pas l'exemption. Par ailleurs, pour falsification de diplômes à l'occasion de leur recrutement ou de leur promotion dans la fonction publique, 4 agents publics viennent d'être renvoyés. Ils perdent également leur décoration. Ils sont sur les pas de la promotion Sympdo ou la bonne semence. Après une première expérience réussie et enrichissante, Camp Vacances Faso Mebo rebelote avec une deuxième cohorte. Camp Vacances Faso Mebo acte 2 garde le même esprit, être un cadre d'épanouissement et de vivre ensemble à travers des activités éducatives, culturelles et ludiques. Pour cette deuxième vague, Camp Vacances Faso Mebo est encore plus ambitieux. Il est placé sous le signe du partage, de l'apprentissage et de l'engagement citoyen. Vous êtes ici non seulement pour passer le bon moment, mais aussi pour apprendre quelque chose de très important. Aimer et servir votre patrie, le Burkina Faso. Vous êtes né dans un pays que l'on appelle pays des hommes intègres. Ce n'est pas un simple nom. C'est une fierté et une responsabilité. À la fin de ce camp, nous voulons voir en vous des jeunes patriotes fiers, convaincus et prêts à agir pour le bien de notre nation. 700 enfants à l'école des valeurs patriotiques, de la discipline, du civisme, de la solidarité et d'amour de la patrie. 10 jours d'ensemencement pour ces tout-petits avec comme graine principale la révolution progressiste populaire. Cette deuxième vague du camp Vacances Faso Mebo incarne la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, celle d'une nation fière de sa jeune génération, bâtie sur un capital humain de qualité. Nous voyons aussi à l'issue des camps vacances comment les enfants réagissent. Nous avons aussi le retour des parents qui sont satisfaits du nouveau comportement de leurs enfants. Donc ça nous réconforte, on se dit que l'objectif est atteint et on espère continuer de plus belle les autres années. Vous savez, dans la vision du camarade, il a eu à le dire lorsqu'il avait rencontré les campeurs la première fois, que cela sera étendu sur tout le territoire. C'est-à-dire que nous allons reproduire ça dans toutes les régions, voilà, d'ici l'année prochaine. Donc nous allons y atteler. Quand Vacances Faso Mebo rouvre ainsi ses portes, une nouvelle aventure commence donc pour ces 700 campeurs. Des citoyens du renouveau, futurs bâtisseurs de la nation burkinabé, imbibés des valeurs patriotiques.
La Russie se positionne désormais comme un acteur incontournable dans le Sud global où les événements culturels se succèdent et promettent de constituer un véritable trait d'union entre les nations. Olga Lyubimova, ministre russe de la Culture et présidente du Forum, a invité ses homologues à participer à la rédaction d'un mémorandum multilatéral de préservation des valeurs culturelles. Il faut réunir les efforts, nos efforts, pour stimuler notre culture et les avancées culturelles, pour présenter la culture riche de nos pays. Le ministère de la Culture de la Fédération de Russie paie une attention particulière au dialogue constant et aux échanges permanents avec nos collègues étrangers. Cette année, nous avons déjà atteint un nombre encore plus élevé d'événements internationaux et nous remercions tous nos collègues étrangers de tous les continents pour leur intérêt à la culture de notre pays. Seulement pendant les premiers 6 mois, nous avons organisé plus de centaines d'événements. Les saisons russes ont lieu à Bahreïn et à Amman. Il y a des années croisées de la Russie et de la Chine. Il y a des événements en Chine, en Abkhazie, en Maurice, Ouzbékistan, en Bélarus, au Tadjikistan. Il y a d'autres événements culturels qui ont été organisés par nos amis dans notre pays. C'est très important de maintenir des liens étroits entre différents pays au moment même quand les forces ennemies essaient de nous diviser. Il faut organiser de nouveaux événements ensemble avec nos ministères et ces événements doivent avoir un caractère systémique. Ils doivent se compléter. Mais que serait le monde sans la paix? Les participants s'interrogent sur les voies et moyens à déployer aujourd'hui pour réduire, sinon éradiquer les conflits sur notre planète. Tous pensent que le forum en cours sur les cultures unies peut jouer un rôle important dans la résolution des conflits. Au regard de la richesse et la sincérité des échanges que la qualité des délégations présentes à ce forum, le Burkina Faso émet le vœu qu'à partir de Saint-Pétersbourg, un plaidoyer de haut niveau soit porté par les gouvernements de nos pays respectifs auprès des instances habilitées pour un monde à visage humain et plein d'espoir pour les êtres humains, un monde débarrassé des conflits qui écument les économies de nos pays, un monde sans le terrorisme qui sévit dans les pays du Sahel. Le Mali, par la voix du ministre de la Culture, Mahmoud Daffé, a fait valoir l'initiative du président de la transition, chef de l'État, de proclamer l'année 2025 année de la culture. Toute chose qui renforce notre foi en la culture en tant que levier économique et incubateur de paix. La culture et les arts sont des éléments moteurs qui permettent d'affirmer l'identité de chaque peuple. Ils permettent de renforcer la cohésion sociale, l'économie créative et d'améliorer la vie des citoyens de chaque pays. Le retour à la culture, avec les nouvelles opportunités, trouve un écho très particulier pour nous au Mali. Cette année, le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, vient de décréter l'année 2025 au Mali comme année de la culture. Toute notre nation est mobilisée depuis 8 mois pour promouvoir notre patrimoine, pour dynamiser nos industries culturelles et créatives. Mon pays, le Mali, ma ville, Tombouctou, ce carrefour de savoir et de spiritualité, avec ses manuscrits et sa tradition savante qui nourrissent encore l'humanité. Le Mali se prépare à organiser une biennale artistique en décembre. Alors c'est l'occasion pour moi d'inviter les ministres, les excellences qui sont autour de cette table-là. Je voudrais dire que le Mali, c'est aussi l'élan d'une jeunesse créative, entreprenante, qui est disposée et ouverte à une collaboration avec l'ensemble des parties prenantes pour co-construire des projets concrets sur l'éducation à la jeunesse,
sur le numérique, le multimédia. La 11e édition du Forum sur les cultures unies se poursuivra jusqu'au 13 septembre et sera l'occasion pour les uns et les autres de sceller des alliances fortes en vue de peser dans la balance et contribuer à équilibrer les tensions géopolitiques actuelles. Pour obtenir un seul de ces beignets, il faut plus de 24 heures de travail. Suivons ensemble le processus. Dans la famille Touré à Boulibana, en face du boulevard de l'Indépendance, les mains ne s'arrêtent plus. Des dizaines de bassines de farine de mil et de riz attendent d'être tamisées pour y enlever toutes les impuretés. Pour savoir à quoi ces farines vont servir, nous avons attendu le crépuscule. Et c'est dans une cour bien animée qu'on retrouve femmes, filles et garçons autour de grosses marmites, des spatules en bois en main. Nous sommes à la deuxième phase de la préparation. À 2 jours du Mauloud, on commence avec le lavage du mil et des riz le matin. Le soir, on les amène à la machine. Ça devient de la farine. Quand on le tamise, le petit soir maintenant, on commence la préparation. Pour un départ, on fait de la bouillie de mil et de la bouillie de riz. Les bouillies là, on les tape avec les trucs en bois. Les bouillies deviennent mous. Après, on met de la farine de maïs et du mil. À première vue, le mouvement semble facile, mais à mesure qu'on ajoute de la farine, il faut du courage, mais surtout un vrai exercice de musculation. Cette étape est cruciale, la fatigue se fait sentir, mais pas question d'abandonner. Après une trentaine de minutes de manœuvre, c'est une pâte bien homogène qui est laissée au repos toute la nuit. Au petit matin, le mélange a doublé de volume. On y ajoute les derniers ingrédients. Le matin, on le mélange, on met un peu d'eau dedans, le sucre, les sucres vanillés et tout. Mais avec de la soude aussi. Pour obtenir un bon produit, certains détails comptent. Pour que ça soit bon, il faut qu'il y ait du bon mil, du mil qui n'est pas très vieux, et puis du bon riz aussi. Parce que si le mil est vieux ou bien le riz est vieux, ça va sentir. Et puis il y a aussi pour la préparation l'huile qu'on met dedans, le beurre de karité. Donc il faut que ça soit du bon beurre de karité. On achète dans la région de Sikasso et précisément à Zégoua, mais cette année on a acheté à Kadiolo. Donc quand on achète ça aussi, on bout ces huiles-là aussi un peu avec du citron. La texture est à présent parfaite. Un long fil de fourneau se crée dans la cour et à l'extérieur. C'est l'heure de la friture, 4e et dernière étape du processus de préparation de beignets. Plus qu'un simple respect de tradition ancestrale, ces journées sont les retrouvailles et plus encore, une vraie cohésion sociale. Aujourd'hui, nous sommes réunis en famille, avec nos sœurs, nos frères, nos tantes, avec nos voisins. Les gens aussi font les va-et-vient pour venir prendre leur part. Les primo, comme nous, on n'est pas là, on est à l'extérieur. Ça fait longtemps que je n'ai pas participé. Donc c'est impressionnant, c'est surprenant. C'est du boulot. Vraiment, c'est du grand boulot. Ce sont des beignets bien dorés qui sortent des poêles. Les mamans s'occupent de la distribution. Et c'est cela aussi, le Mauloud.